J'ai fait un rêve affreux hier soir, j'ai rêvé que je devais animer 3 débats en même temps et que personne m'écoutait. C'est d'autant plus affreux que ça se passerait comme ça dans la vraie vie. Bonjour, c'est intro nul, oui. Nous l'attendions tous cette vidéo, vous comme moi, je vais enfin vous parler de mes lectures du premier trimestre 2019. Alors oui, j'aurais pu m'y prendre plus tôt, mais vous commencez à me connaître, je fais des piles, je me dis tiens, je vais en parler, puis après, ouah, c'est le résumé de ma vie. Vous avez vu la miniature et vous savez de quoi je vais vous parler. Mais je vais quand même mettre un peu de suspense dans cette vidéo, voilà. Oh là là, que de suspense, mystère. On commence avec un peu de science-fiction, avec le dilemme de Toki de Kiriguchi, publié aux éditions Glénat. Si ma mémoire est bonne, c'est le premier manga de l'auteur. Donc, juste pour le style graphique, on est sur un putain de niveau. Tu vois, ça c'est un premier manga. Voilà, le mec apparaît comme ça et puis oh non, j'ai jamais publié avant. L'histoire commence de manière banale, on a Mitsuhari, un lycéen qui est en vacances d'été, qui est sur sa petite bicyclette, comme la chanson, et qui fonce pour retrouver ses potes, mais il se cogne contre un mur invisible, qui se révèle être en fait un vaisseau spatial où Toki, l'extraterrestre de la couverture, sort, blessé lui aussi, puisque en fait c'est un carambolage. Carambolage entre une bicyclette et un vaisseau spatial, ça se passe pas tous les jours, mais c'est ce qui se passe dans ce manga. Comme la vie est belle, Mitsuhari accueille Toki chez lui, ou c'est plutôt Toki qui squatte, mais toujours est-il qu'ils vivent ensemble. Et notre lycéen va apprendre que Toki vient effectivement d'une autre planète, d'une autre galaxie, mais surtout qu'il n'a pas de sexe. L'espèce de Toki est asexuée jusqu'à un certain âge où on laisse les jeunes choisir s'ils veulent devenir mâle ou femelle, et Toki est venu sur Terre justement pour choisir. Mais le dilemme de Toki, justement, c'est que c'est un indécis, il sait pas trop, il s'en fout, et il demande à Mitsuhari de choisir à sa place, vas-y, qu'est-ce que tu veux, une copine, un pote, vas-y, fais-toi plaisir. Mais heureusement, Mitsuhari est quelqu'un de sensé, il lui réplique que ce n'est pas du tout à lui de décider à sa place, que c'est à Toki de faire ses expériences, de voir ses préférences, et de surtout apprendre à penser par lui-même. Bon, on va pas se mentir, c'est clairement le cara design qui m'a dit « Viens, lis-moi !» Le trait est fin, les regards sont pénétrants, tout est délicat dans ce manga, et voilà, je l'aime parce que les dessins sont beaux, voilà, je suis une enfant. Mais évidemment, il n'y a pas que ça, j'aime beaucoup l'histoire de base, cet extraterrestre qui débarque sur Terre et qui se dit « Tiens, voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Et il y a évidemment le passage de l'adolescence avec la découverte de soi, la découverte de la sexualité, que Toki est jeune, il a à peu près le même âge que Mitsuri, en tout cas physiquement. J'avoue que j'avais très peur que tout ce qui est côté découverte de soi, choix du sexe, soit un peu trop présent dans l'histoire. Pas que c'est un thème qui ne m'intéresse pas, sinon j'aurais pas pris ce manga, c'est juste que le côté militantisme, moi j'ai un peu de mal, je dois l'avouer. C'est très bien réparti dans le manga, on en parle évidemment puisque c'est quand même le thème de base, c'est pour ça que Toki est arrivé sur Terre. On s'amuse, voilà, on pleure avec Mitsuhari, on rit avec Toki qui vraiment découvre la Terre en mode tourisme, il pourrait se faire attraper par le FBI à tout moment mais il n'en a rien à faire. Et surtout ce manga apporte des questions mais ne t'impose pas les réponses, ce qui fait que les personnages se questionnent eux-mêmes et le lecteur peut aussi se questionner et peut aussi dire ah, voilà, moi je préfère que Toki ne choisisse pas de sexe, devienne un homme, mais ça c'est mon côté Fujoshi, ou devienne une femme. Et puis surtout tout ce qui concerne la relation entre Toki et Mitsuhari n'est pas encore totalement défini, ils apprennent à se connaître, est-ce qu'on est amis, est-ce qu'on va devenir plus que ça, est-ce que finalement on va se déchirer parce que la vie est une chienne. Petit bijou d'équilibre de beauté visuelle et de beauté thématique m'a énormément plu, je suis passée par toutes les émotions avec ce manga et je m'attendais pas à l'apprécier autant. Du coup, j'avoue que j'ai très hâte de lire la suite et celui-là pour le coup je pense pas que je vais attendre. Hein, quand le tome 2 va arriver, je vais me jeter dessus. Donc le dilemme de Toki c'est tout gentil, tout mignon. Parlons maintenant d'amour, de paix et de douceur encore une fois avec Jagan aux éditions Kazé. Commission 2, je vais tricher, le scénario est de Mineyuki Kaneshiro et le dessin est de Kensuke Nishida. Alors Jagan c'est un très beau titre, il y a beaucoup de A dans ce titre, mais de quoi ça parle? Ça parle de Shintaro qui est un flic de quartier. Alors il a pas la tête de l'emploi puisqu'il est très maigrelet, c'est sûr que s'il y a un braquage de banque juste en face de chez toi, c'est pas Shintaro que tu vas appeler. D'ailleurs je crois que ça le saoulerait un peu que tu l'appelles. Au boulot l'emmerde, il se fait insulter par des jeunes voyous du quartier, wouh. Ses supérieurs et collègues policiers se foutent de sa gueule aussi. Sa copine qui est ultra sexy mais ultra cruche l'embête à un point pas possible. Et vraiment il en peut plus. En fait il bouillonne depuis des années à l'intérieur, il a qu'une envie, c'est de buter tout le monde. Et justement la vie va lui répondre. Un matin alors qu'il est en train d'aider un ivrogne sur le quai de la gare, il va voir un homme lambda se changer en monstre et commencer à dévorer toutes les personnes qui sont autour de lui. Et au moment où Shintaro pense que c'en est fini de lui, il va voir sa main précédemment coupée, sa main droite, se changer en une espèce de pistolet de l'enfer, et il va, à son tour, sauver le monde en détruisant le monstre du train. Ouh, c'est beau. Donc là tu te dis, waouh,
une histoire de super-héros, j'adore ça, Marvel, DC Comics, ouais, c'est la vie. Sauf que nous sommes dans un manga, et dans un manga, ce n'est jamais aussi simple. Puis, donc t'associes monstre humanoïde, massacre dans les rues, et super-héros très bizarre. Tu es un manga d'une violence exquise. Oui, c'est le mot, une violence exquise. Donc oui, Olivia, on a bien compris que tu aimais Jagan parce que c'était violent, qu'il y avait du sang, et qu'il n'y avait aucune morale. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Mais oui, bien sûr, je vais t'en parler, je vais t'expliquer pourquoi il faut lire Jagan. Déjà, il faut le lire parce que graphiquement, c'est pas dérangeant aussi. Simplement parce que le trait est très réaliste. Des personnages qui ne sont pas particulièrement beaux, mais qui en plus prennent certaines cases, un aspect physique absolument ignoble. Notamment Shintaro qui s'amuse à faire des grimaces devant son miroir. Du coup, on a une violence qui est accentuée par le dessin. Alors bien sûr, je vous en ai parlé, il y a une vraie violence physique. Si tu as le cœur sensible, ne lis pas ce manga parce que vraiment, wouhou, trop de sang. Mais il y a aussi une violence émotionnelle, puisque Shintaro n'est pas le seul, hein, qui n'aime pas son boulot, ça arrive. Mais il y a une telle barbarie en lui que ça sort vraiment, il n'y a plus de retenue. C'est pour ça. Il est totalement détraqué. Ce n'est pas comme dans certains mangas où tu as un vrai basculement parce qu'il se passe quelque chose d'horrible dans la vie du personnage qui fait que tout d'un coup il devient mauvais, machin. Non, t'as une tension permanente dans ce manga puisque tu sais dès le départ que Shintaro il est pas bien dans sa tête. Et c'est presque jouissif dans un certain sens de le voir s'éclater autant à buter des méchants. Parce que tu sens qu'il prend son pied, tu sens qu'il est vraiment là où il doit être. À voir et à lire, c'est vraiment un pied d'enfer. Et vraiment, quand tu lis ce manga, t'as un effet euphorisant, c'est limite une drogue. Bien, après toute cette violence, repartons vers un monde plus doux, un monde où la forêt est belle, la forêt est douce et où les animaux peuvent nous faire des câlins avec Kennen, aux éditions Doki Doki. Donc là, encore une fois, il y a 2 auteurs, donc je vais tricher. Alors, écrit et dessiné par Fuetsudo et Ishimura Itochi. Kennen, si je me trompe pas, ça s'inspire d'un mythe japonais. Je dis ça parce que dans un autre manga, il y a eu référence à cette histoire, c'est pour ça. C'est l'histoire d'Ayate. Ayate, c'est le petit chien blanc tout mignon qui est sur la couverture, qui est un exorciste. Alors, oui, ça paraît étrange, mais c'est un exorciste. Il a le pouvoir de chasser les démons. Et on l'emmène un jour près d'un village à la bord de la forêt, puisqu'il y a des créatures sombres, des mononoke, ce sont des esprits, des fantômes, des démons du folklore japonais, qui enlèvent des jeunes filles, et on ne les retrouve jamais. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous avons donc un petit moine et Ayate le chien qui vont essayer de piéger la créature. Seulement, ça marche pas trop, puisque Ayate a trop mangé avant l'opération, du coup, au moment de tendre le piège, bah, il dormait à point fermé. Du coup, le mononoke qui s'est révélé être un kakuen, une créature mi-homme mi-singe, bah va se dire, bon bah j'ai pas de jeune fille, bah je pars avec le chien. C'est donc le début de Kennen. L'histoire continue évidemment, je vais pas trop vous en révéler, mais je vais juste vous apprendre que le kakuen, cette créature mi-homme mi-singe, c'est lui. C'est Machira, c'est en fait un jeune adolescent, tout mignon, tout gentil, vraiment, et soulagé d'avoir trouvé le chien à la place de la jeune fille, parce que vraiment ça l'emmerde. Justement ce manga, pourquoi je l'aime autant? Déjà parce qu'il y a un chien, Ayate est très mignon, et on a une relation très drôle entre le maître et son chien, puisqu'on ne sait pas trop qui est esclave de qui. C'est un manga qui est plein de tendresse, plein de douceur, plein d'humour, mais ce n'est pas un manga bisounours pour autant, puisque l'histoire se passe au cœur du folklore japonais. On est dans un Japon des temps anciens, où les gens ne prenaient pas trop le temps de discuter avant de te massacrer. Du coup, il y a vraiment des histoires assez tragiques dans ce manga. Il est évidemment question de métissage, puisque les kakuen sont des métis, entre mère humaine et père kakuen. Il est aussi question d'abandon, puisque les mères humaines ne sont pas toutes gentilles et tendres avec leur progéniture. Du côté d'Ayate, il est aussi question de devoir pour sauver les humains. Et il y a, encore une fois, tout ce folklore japonais qui tourne autour, qui gravite autour de ces personnages. Tous les auteurs ne prennent aucun parti, ils ne sont pas plus pour les kakuen ou plus pour les humains, c'est vraiment un juste milieu. Donc comme on est du côté de Machira, on connaît plus le côté des kakuen, mais au fil de l'histoire, on découvre aussi le côté humain, et on découvre que niveau barbarie, ils sont pareils. Hein. Donc c'est un petit manga qui paye pas de mine comme ça, en plus avec le style graphique assez classique, mais pas désagréable à l'œil, on se dit « Oh, on va passer un bon moment ». J'ai beaucoup apprécié découvrir ce folklore, j'ai beaucoup apprécié rire et pleurer en même temps. Tranquille, comme ça, tu lis le premier, tu lis le deuxième, et à la fin t'es au 5e tome et tu te dis mais je veux la suite, et en fait c'est trop génial et je suis accro à ce manga, donc vraiment c'est un petit bijou. On continue avec nos amis les animaux avec un manga dont vous avez certainement entendu parler. Là c'est chez Kiyun, Kiyun a dit ouh notre manga c'est le meilleur, et ils ont pas tort, c'est un très bon manga, c'est pour ça que j'en parle, parce que vraiment j'ai eu un coup de cœur. Je pense que vous en doutiez, il s'agit de Beastars de Paru Itagaki. Donc premier point, pourquoi j'aime ce manga, tout simplement parce que le héros principal est un loup et que j'adore les loups. Mais Beastars ne parle pas que d'un loup, en fait il parle de plein d'animaux. L'histoire se passe au cœur d'un monde où herbivores et carnivores sont comme vous et moi.
à part qu'ils ont plus de poils et d'écailles. Et à l'Institut Sherrington, où l'histoire se déroule principalement, on a une espèce d'entente cordiale qui tient à peu de choses. On a d'un côté les herbivores qui évidemment sont plus petits et plus fragiles, et de l'autre côté les carnivores. Mais jusqu'ici tout se passe bien. Donc évidemment, interdiction de manger de la viande. Les carnivores ont un régime particulier à base de protéines, machin, Thibaut Inchep, ouais, vas-y, donne les gens. Et globalement tout se passe bien. On peut être ami avec un carnivore même si on est un zèbre. Mais tout ce petit monde, tout gentil, tout mignon, tout doux à caresser, va basculer dans l'horreur puisqu'un matin on va retrouver le cadavre d'un alpaga. Visiblement était un peu déchiqueté par un carnivore qui avait un peu faim. Et la tension sous-jacente va ressortir d'un coup et il va y avoir de la discrimination, il va y avoir des suspicions entre les élèves. Ça va pas toujours être sympathique. Côté des herbivores qui tout d'un coup ont encore plus peur pour leur vie puisque c'est l'instinct qui parle. Comme du côté des carnivores qui évidemment n'ont rien fait. À part un, mais on sait pas qui c'est, le mystère. Encore une fois, être obligé de dire mais non, c'est pas nous, laisse-nous tranquille, j'ai des griffes, j'ai des crocs, mais j'ai pas particulièrement envie de te bouffer. Le héros de Beastars, c'est Legoshi. Le loup. Ah oui, le loup. Le loup qui n'a pas de bol, puisqu'en fait c'était l'un des meilleurs amis de l'alpaga qui est mort. Forcément, bah on va le soupçonner. Toujours les proches qui font le coup, de toute façon. Ensuite, on va le soupçonner d'autant plus parce que c'est l'une des dernières personnes à avoir vu l'alpaga en vie. Et surtout, on va le soupçonner parce que, bon, bah je vous l'ai dit, hein, c'est un loup. Dès qu'il y a une histoire de massacre, dans la bergerie, qui est-ce qu'on va tout de suite accuser, hein? Le grand méchant loup, forcément. Donc ce que je vous ai dit, ça représente un paragraphe du résumé officiel de Ki-Hoon, parce que le résumé c'est ça, tu vois. Et il y a d'autres personnages, je pense que si vous avez déjà entendu parler de ce manga, vous savez de qui je parle, mais je vous en dirai pas plus. Je suis vraiment allée vers ce manga sans rien connaître. J'avais vu juste les petites bandes annonces de Ki-Hoon, donc je connaissais les deux personnages principaux, mais sinon, limite je savais même pas qu'il y avait un mort en fait. Et vraiment, je trouve que le choc que j'ai reçu, parce que je parle vraiment d'un choc, en lisant ce manga, il a été d'autant plus fort que j'ai vraiment débarqué, limite comme ça, le nez au vent dans l'histoire. C'était waouh, ah, c'était. Ah. En fait, j'ai très envie de relire ce manga là tout de suite, toi, j'ai envie de t'abandonner, là, laisse-moi retrouver les gauchers. C'est comme Zootopie de Disney, sans le côté cucu. Certaines personnes ayant lu le manga peuvent penser que ça parle beaucoup. Ça parle pas plus qu'un Death Note ou qu'un Kaori Yuki. Donc moi ça m'a pas dérangé. Donc forcément, comme les sujets qui fâchent ont tendance à revenir, ça peut être un peu redondant. Vraiment, pour moi, ça a coulé de source. Il y a une vraie tension narrative qui se crée tout au long du manga. Et vraiment, je ne me suis pas du tout sentie menée en bateau du début jusqu'à la fin. J'ai lu les 3 premiers tomes d'un coup, puisque le tome 3 venait de sortir quand je les ai achetés. Et quand on parle de sujets qui fâchent, en pas de surprise, les personnages souffrent. Et j'adore voir les personnages souffrir. Sadique. Parce que dans ce manga, on parle vraiment de conditionnement. On fait tout pour que les herbivores soient à l'aise, c'est très bien. Mais les carnivores de l'autre côté, bon, alors ils sont très contents avec leur pain et leurs œufs, mais ce sont des carnivores, hein, faut pas l'oublier. Il y a vraiment une tension narrative, une tension sociale, et non pas physique, mais vraiment une tension naturelle en fait, au sein des personnages, qui fait que quand ça explose, que ce soit du côté des herbivores ou du côté des carnivores, c'est toujours spectaculaire. C'est au lycée que ça se passe. Donc il y a des questions de hiérarchie, il y a des questions de clan, entre amis, pas amis, machin, herbivore, carnivore en plus, tu vois. Ça se passe au lycée, mais il faut pas oublier qu'il y a quand même une histoire de meurtre au départ, mais le policier est très lent. Donc si tu t'attendais vraiment à un polar bien sanglant, bien rapide, machin, c'est pas le cas. Donc prends ton mal en patience, ça va venir, mais le reste de l'histoire est tout aussi bien, donc Et pour finir avec ce manga, c'est d'ailleurs ce qui m'avait fait un peu redouter la lecture, c'est le dessin. C'est un chara design qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est un dessin très brut. Alors évidemment, il y a de l'ancrage, il y a des trames, etc. Mais il n'y a pas ce que je pourrais appeler des retouches, ce qui fait que les dessins, t'as vraiment l'impression que l'auteur a dessiné comme ça devant toi et qu'elle t'a fait le truc là, comme ça, qu'elle t'a donné là, vas-y, lis la suite. C'est un style auquel il faut effectivement s'adapter, mais une fois que tu l'as adopté, franchement, t'as plus de regrets. Parce que c'est un style qui, notamment pour ceux qui aiment le dessin et ceux qui aimeraient apprendre à dessiner, est juste génial. Parce que tu vois les traits, tu vois comment elle a travaillé sa planche, notamment au niveau de la lumière. Évidemment, c'est le but du manga puisque c'est avant tout visuel, mais dans ce manga-là en particulier, juste avec les ombres et les lumières, tu peux voir pas forcément un double sens, mais une double lecture. Tu peux relire le manga et toujours découvrir quelque chose d'autre derrière les dialogues. Et c'est juste... c'est fascinant. On reste dans le polar, mais cette fois là on est plus dans le vrai polar rapide, efficace et pas cher avec My Home Hero aux éditions Kurokawa et écrit et dessiné, excusez-moi encore une fois, écrit par Naoki Yamakawa et dessiné par Masashi Asaki. My Home Hero, je pense que vous en avez entendu parler, tout simplement parce que dans les librairies, vous avez vu le ruban avec écrit Maxime Chatham, donc forcément, ça attire l'œil, mais surtout, je crois que c'est un manga qui
qui a pas mal plu, et à juste titre d'ailleurs. Le manga, je pourrais le résumer par j'ai mis un premier pas dans le caca, je mets le deuxième, et je continue à marcher dedans. L'histoire de Tetsuo, un père de famille qui a la cinquantaine. Il est très heureux dans son boulot, très heureux dans son couple, il adore sa fille. Un jour où il se retrouve dans un restaurant, il découvre que sa fille se fait battre par son petit copain. Donc déjà, ça fait pas plaisir parce que sa fille c'est la prunelle de ses yeux. Et surtout, Tetsuo va par hasard, mais vraiment par hasard, rencontrer le petit copain dans la rue. Le gars est très violent, il serait coupable d'autres disparitions de femmes, avec la mafia. C'est vraiment pas le gendre idéal pour lui. De ce qu'il entend et de ce qu'il voit, il sent que sa fille est vraiment en danger. Du coup, il va tendre un piège, un peu malgré lui, au petit copain. Bah, ça va mal finir puisque le petit copain va y passer. Donc évidemment, je m'arrête là encore une fois pour le résumer. En plus, comme c'est un policier, si je vous en dis plus, bah y a plus de mystère, donc c'est dommage. Mais pourquoi j'ai aimé ce manga? Déjà parce que le héros, comme l'indique le titre, c'est un père de famille, le type lambda, un personnage qui est très touchant, parce qu'il est très maladroit. Un peu le papa poule, il est un peu trop colorant. Je me suis très vite attachée à Tetsuo. T'as vraiment le mec gentil, entouré de malfrats. Je me dis mais comment il va s'en sortir? D'un côté les Yakuza et de l'autre la famille Dupont. La famille qui a pas d'histoire, et pourtant, aussi bien le mari que la femme, ils vont se révéler être d'une force mentale. Le manga il pourrait être résumé par c'est ma fille, c'est ma bataille. Comme le manga est un polar et que je suis pas une grande connaisseuse du genre, je peux pas te dire si c'est un bon ou mauvais policier. Mais personnellement j'ai vraiment l'impression que l'histoire se suit bien, les indices révélés, les tournements de situation sont bien dosés, jamais poussé à l'extrême. Et que ça passe crème en fait, t'as vraiment l'impression de lire une histoire réaliste. Un manga qui est très très bon au niveau de tension narrative, qui est très très accrocheur, et j'ai adoré et j'ai hâte d'avoir le tome 3 dans les mains. On reste chez Kurokawa mais cette fois avec un peu de romance, un peu d'adolescence encore une fois, avec Blue Flag de Kaito. Le personnage principal juste ici c'est Taichi. Taichi est l'ami d'enfance de Thomas, qui est juste là, et il se trouve que la petite demoiselle, juste ici, qui s'appelle Futaba, est amoureuse de Thomas. Mais comme elle est timide, elle est très discrète, aussi discrète qu'une souris, et bien Futaba va demander à Taichi de l'aider à conquérir Thomas. Contrairement à tous les mangas précédents, Blue Flag il n'est pas d'une originalité renversante. C'est vraiment l'histoire pépère, l'adolescence, au lycée, les cerisiers en fleurs, la romance. Mais on peut aussi trouver dans ce genre d'histoire de bonnes histoires, et c'est le cas de Blue Flag. Alors oui, les personnages sont un peu stéréotypés, puisqu'on a le grand beau gosse gentil, on a le petit teigneux, personnage principal, Flagada, et on a la petite demoiselle toute mignonne, toute timide, mais je connais la suite. Et je sais ce qui se passe parce que j'ai fouillé sur mon ami Google. Du coup, je peux dire en étant sûre de moi que les clichés s'envolent au fil des tomes, au fil de l'histoire. Et c'est une histoire qui est au contraire très révélatrice, très actuelle. Et surtout, les sentiments ne naissent pas comme ça. Il y a une vraie évolution des sentiments, une vraie évolution des relations. Et on sent que cette évolution va mener à quelque chose. Alors pas quelque chose de grandiose ou quoi que ce soit, mais c'est pas une évolution juste pour faire avancer un peu l'histoire. Il y a une vraie évolution psychologique qui va se faire. Et ça fait plaisir. Donc malheureusement, bon, je suis désolée, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce manga, si ce n'est que c'est très bien, c'est très drôle, les dessins sont beaux. C'est un manga de printemps. Et je pense que c'est un manga qui va vite s'élever dans mon cœur au même niveau que le chant des souliers rouges. Alors oui, ce manga est sorti début janvier, voire fin 2018, je sais plus, mais le tome 2 vient de sortir. Lynn, la charmeuse de bête, aux éditions Pika, d'après l'œuvre originale de Naoko Uehachi et dessinée par Itoe Takemoto. Et alors là, nous sommes dans une histoire totalement imaginaire. Il y a des inspirations asiatiques, c'est sûr, mais c'est pas ancré dans le Japon, ni dans le Japon passé, ni dans le Japon folklorique. On est vraiment dans de la fantaisie pure. Wouhou! Qui est Lynn, la charmeuse de bête? Lynn, c'est la petite demoiselle que vous voyez sur la couverture. C'est une petite fille qui vit seule avec sa mère dans un village. Sa mère, même si elle vit dans ce village, n'en est pas originaire. À la base, c'est une alio. Les alios, ce sont des gens du voyage qui vivent dans la brume, dans les montagnes, qui ont beaucoup de secrets. C'est un peuple qui est à la fois respecté et craint, puisqu'on dit qu'ils ont des pouvoirs mystérieux. Ce sont les seuls à avoir des cheveux noirs et des yeux verts. Et comme ils sont très mystérieux, et qu'à chaque fois qu'on entend parler d'eux, il y a toujours quelque chose qui se passe, ça amène la suspicion, ça amène la peur. La mère d'Elin et Elin elle-même qui ne sont pas très bien vues dans le village. Pourtant, Soyeon, la mère d'Elin, a un poste assez respecté au village, puisqu'elle est soigneuse. Elle n'est pas médecin, mais elle est soigneuse de Toda. Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais je m'approche, voilà. Voilà. Ça, c'est
c'est un Toda, c'est un mélange de dragon d'eau et de crocodile. Ce sont des créatures très puissantes qui servent pour l'armée. Mais le monde d'Eileen s'écroule lorsque sa mère est accusée un jour d'avoir assassiné volontairement les Toda dont elle avait la charge. Voilà, je m'arrête là pour l'histoire. Mais alors, pourquoi j'aime d'amour Eileen la charmeuse de bête? J'ai aimé tout d'abord parce que c'est une histoire totalement imaginée, c'est un monde fantastique que l'auteur a créé de toutes parts, mais on sent ses inspirations. Ça se voit surtout par rapport aux costumes. Évidemment, il n'y a pas que les costumes, Eileen vit dans un petit village, mais juste avec ce petit village, on voit les légendes, les coutumes de ces gens, qui fait qu'on a vraiment un univers très crédible, très ancré, qui est vraiment posé sur des bases très solides. On a vraiment l'impression de découvrir un nouveau pays, et c'est enrichissant. J'ai apprécié aussi avec Eileen la charmeuse de bête, ouais, je répète le titre parce que j'aime beaucoup ce titre, c'est Juste Milieu. Alors, c'est pas encore une fois le juste milieu méchant, gentil, non, c'est juste milieu au niveau des créatures, puisque d'un côté, t'as vraiment des créatures totalement inventées, ou alors inspirées de légendes que je ne connais pas malheureusement, ce sont les Toda, et de l'autre côté, t'as des animaux que t'as l'habitude de voir tous les jours. Tu plonges petit à petit dans cet univers, et tu es comme Eileen en fait, tu découvres le monde à travers ses yeux, prends le temps d'apprécier ce que tu découvres. Qui dit quête initiatique dit évidemment drame, cruauté de la vie, tout ça, donc vous vous en doutez que la quête initiatique d'Eileen va pas être de tout repos, surtout qu'elle est entourée d'adultes. On sent qu'il va y avoir des tensions politiques, il va y avoir de la cruauté, de la barbarie du sang. On plaint un peu la pauvre Eileen qui a rien demandé, qui est toute gentille, et les méchants pas beaux qui vont détruire son petit univers comme ça, tu vois, ils ont la pioche, ils vont détruire son monde. C'est moins manichéen qu'un Votero ou qu'une Tara Duncan, mais c'est vraiment ce genre d'ambiance en fait. Évidemment, Eileen elle-même a son petit plus, comme toute héroïne d'histoire. C'est vraiment une épopée qui mérite qu'on s'attarde sur elle. Voilà, en plus Eileen est toute mignonne et j'adore ce genre d'histoire. C'est un peu comme Blue Flag, ça ne révolutionne pas le genre, mais c'est une très très bonne histoire. C'est comme un petit gâteau. Tu le savoures, t'es content et tu as très envie d'en reprendre un, mais il faut être un peu patient. Alors, comme je suis rouillée, ce tournage a duré beaucoup trop longtemps. J'espère, je croise les doigts pour que la vidéo soit pas trop longue. En tout cas, si elle l'est, je suis désolée. Alors, le prochain bilan lecture qui va arriver est déjà défini, donc je sais de quel manga je vais parler. Mais si vous avez envie d'entendre de nouveau parler de mangas que j'ai précédemment présentés sur ma chaîne, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, parce que, bon bah, j'oublie des choses, hein, je me fais vieille, donc bon bah, je peux pas parler de tout en même temps, c'est normal. En attendant, j'espère que ce début de printemps se passe très bien pour vous, et moi je vais foncer derrière mon écran d'ordinateur pour lutter férocement contre ce montage. Allez, salut!